Je pense que probablement mon père et moi serons tous les deux au sommet ensemble, mais je serai probablement Kirk Douglas a passé plus de 6 décennies comme l'une des icônes les plus célèbres d'Hollywood. Admiré pour ses rôles audacieux, sa personnalité puissante et sa réputation inébranlable. Pourtant, au crépuscule de sa vie, une confession chuchotée impliquant la légende de l'écran, Natalie Wood, aurait émergé et suscité des controverses parmi les fans. Ceux qui prétendent l'avoir entendu suggèrent que Douglas a révélé un secret si troublant qu'il pourrait changer à jamais la façon dont les deux stars sont remémorées. Cet acteur légendaire se libérait-il enfin d'une vérité longtemps cachée ou les rumeurs sont-elles en train de changer à jamais son image? La vérité surprendra certainement tout le monde, même ceux qui sont proches d'eux. La vie de Kirk Douglas, de la pauvreté à la légende. Kirk Douglas, né Isur Daniel le 9 décembre 1916 à Amsterdam, dans l'État de New York, a commencé son incroyable voyage en tant que fils d'immigrants juifs russes qui luttaient pour subvenir aux besoins de leur famille en Amérique. Ayant grandi dans la pauvreté, il a développé une détermination farouche à réussir, obtenant finalement une bourse qui lui a permis de poursuivre une carrière d'acteur. Cette soif précoce d'opportunités a contribué à forger sa présence audacieuse à l'écran et son éthique de travail intransigeante. En 1941, alors que le conflit mondial éclatait, Douglas répondit à l'appel du devoir de la nation en rejoignant la marine américaine, où il servit comme lieutenant de deuxième classe pendant la Seconde Guerre mondiale. Son service militaire restera une partie importante de son identité personnelle, l'ancrant dans la discipline et le leadership. Après avoir été honorablement libéré en 1944, Douglas fixa fermement son regard sur Hollywood, prêt à se tailler un nom parmi les jeunes acteurs prometteurs de sa génération. 2 ans plus tard, en 1946, Douglas fit ses débuts au cinéma dans le roman de Martha Ivers, un mélodrame qui mit immédiatement en valeur son charisme intense et imposant. Les producteurs et le public hollywoodien ont pris note, sentant qu'ils assistaient à l'arrivée d'une nouvelle présence à l'écran, unique et puissante. En 1949, cette impression fut spectaculairement confirmée lorsqu'il décrocha son rôle révélateur dans Champion, incarnant un boxeur impitoyable dont l'ambition surpassait sa moralité. La performance valut à Douglas sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur et consolida sa réputation comme l'une des stars montantes les plus audacieuses d'Hollywood. Son interprétation défiait les attentes et le désignait comme un acteur n'ayant pas peur d'aborder des personnages complexes et moralement ambigus. Un choix qui définira son héritage pendant ce que l'on appelle l'âge d'or d'Hollywood. Le début des années 1950 vit Douglas surfer sur cette dynamique de manière spectaculaire. En 1952, il livra ce sera une autre performance nominée aux Oscars dans Les Ensorcelés, incarnant un producteur de cinéma manipulateur dont la volonté implacable laissait entrevoir la propre connaissance de Douglas des coins les plus sombres de l'industrie. Au lieu de se cantonner à des rôles héroïques prévisibles, il s'appuya sur des personnalités acerbes et imparfaites. 4 ans plus tard, il donna vie à Vincent Van Gogh dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh en 1956, capturant le génie et l'agonie du peintre avec une authenticité douloureuse. Cette performance audacieuse lui valut une autre nomination aux Oscars, renforçant sa réputation d'acteur puissant qui refusait de jouer la sécurité. Ses choix artistiques audacieux placèrent Douglas dans la même catégorie que les plus grands talents dramatiques d'Hollywood et firent de lui un favori parmi les réalisateurs à la recherche d'interprètes capables d'ancrer des histoires psychologiquement riches. En 1957, Douglas fit un autre grand bond artistique en jouant dans Les Sentiers de la gloire, un film antimilitariste réalisé par le jeune Stanley Kubrick. Le film était controversé pour sa critique sans concession du leadership militaire et de la brutalité de la guerre, et l'implication de Douglas signalait sa volonté d'utiliser son pouvoir de star pour repousser les limites du cinéma. Son interprétation féroce d'un colonel intègre luttant contre la corruption dans l'armée française témoignait de son profond engagement envers une narration stimulante. Seulement 3 ans plus tard, en 1960,
Douglas marquera davantage l'histoire d'Hollywood avec son rôle le plus durable et son acte politique le plus audacieux, la production et le rôle principal dans Spartacus. À une époque où la liste noire d'Hollywood avait détruit de nombreuses carrières en raison de liens communistes présumés, Douglas défia la pression de l'industrie en insistant pour que le scénariste Dalton Trumbo, figurant sur la liste noire, soit pleinement crédité à l'écran. Cet acte est largement reconnu comme ayant contribué à briser la liste noire et a fait de Douglas non seulement une star, mais aussi une force morale désireuse de défier le système des studios. Tout au long des années 1970, Douglas continua à se réinventer en passant derrière la caméra en tant que producteur et réalisateur, tout en conservant sa présence à l'écran. Des films comme Scalawag en 1973 et Posey en 1975 démontrèrent de son désir de contrôle créatif et sa détermination à explorer des histoires selon ses propres termes. Bien que ces projets aient connu un succès commercial mitigé, sa volonté de prendre des risques le définissait comme un cinéaste qui accordait plus d'importance à la liberté artistique qu'aux résultats prévisibles au box-office. Puis, en 1968, Douglas survécut à un accident d'hélicoptère presque mortel lors d'un vol privé, une expérience traumatisante qui affecta profondément sa vision de la vie. L'accident faillit mettre fin à sa carrière, mais sa détermination à se rétablir et à retourner au travail mit en évidence la même résilience qui le guidait depuis son enfance. En 1980, Douglas s'aventura à nouveau sur un nouveau territoire en apparaissant dans le film de science-fiction Nimitz, Retour vers l'enfer, explorant les thèmes du voyage dans le temps et de l'intervention militaire. Le film reflétait son intérêt continu à remettre en question le travail de genre et son refus de s'éteindre tranquillement dans la retraite. 16 ans plus tard, en 1996, l'Académie honora ses contributions extraordinaires au cinéma avec un Oscar d'honneur reconnaissant à la fois ses réalisations artistiques et sa profonde influence sur l'histoire d'Hollywood. Tragiquement, plus tard la même année, Douglas subit un grave accident vasculaire cérébral qui le laissa avec une paralysie partielle et des difficultés d'élocution. Beaucoup pensaient que sa carrière était terminée, mais une fois de plus, il défia les attentes. Grâce à une rééducation intense et à une détermination sans faille, Douglas retrouva progressivement suffisamment de force pour continuer à apparaître dans des films et à prendre la parole lors d'événements, devenant ainsi une figure d'inspiration pour les fans du monde entier. En 2003, Douglas fit un retour émouvant à l'écran dans Une famille presque parfaite, jouant aux côtés de son fils, Michael Douglas, et de son ex-femme, Diana Dill. La distribution multigénérationnelle du film conféra une authenticité à son histoire de conflit familial et la performance de Douglas, marquée par la vulnérabilité et l'humour, résonna profondément auprès du public familier avec ses luttes réelles. À ce moment-là, son héritage était assuré. Il avait survécu à la guerre, aux blessures, aux scandales et à de profonds revers personnels, émergeant à chaque fois avec une force renouvelée. Alors qu'il entrait dans ses dernières années, Douglas s'éloigna progressivement de la vie publique, choisissant plutôt de se concentrer sur l'écriture, la philanthropie et la famille. Ses mémoires relatèrent son parcours remarquable d'une enfance pauvre à la célébrité hollywoodienne, offrant des réflexions candides sur la célébrité, l'ego, la souffrance et la persévérance. En 2016, Kirk Douglas célébra son 100e anniversaire, une étape extraordinaire que peu d'acteurs et encore moins de légendes de l'industrie atteignent. Des hommages affluèrent du monde entier, le décrivant comme l'un des derniers acteurs survivants à avoir été témoin, façonné et transcendé l'âge d'or d'Hollywood. En ce moment de célébration, il fut honoré non seulement pour ses innombrables rôles emblématiques au cinéma, mais aussi pour sa position de principe contre l'injustice, son incroyable résilience face à des événements presque mortels et son dévouement inébranlable à la narration. Même après avoir officiellement pris sa retraite d'acteur, Douglas resta une figure influente, fréquemment citée par les jeunes acteurs et réalisateurs comme un modèle de courage artistique, les affaires et allégations de Kirk. La vie de Kirk Douglas était souvent décrite comme une vie de résilience, de détermination et de talent extraordinaire.
Mais à côté de sa carrière célébrée, il y eut une série de controverses qui ajoutèrent de la complexité à son image publique. Pour un homme qui a passé des décennies à façonner l'âge d'or d'Hollywood et qui s'est dressé comme l'une de ses dernières icônes survivantes, Douglas n'a jamais eu peur de montrer au monde ses défauts. Contrairement à de nombreuses stars qui ont fait de grands efforts pour cacher les aspects moins flatteurs de leur vie, Douglas les a affrontés directement, écrivant avec franchise sur ses choix dans ses propres mots. Ces révélations, en particulier celles contenues dans son autobiographie de 1988, Le fils du chiffonnier, brossèrent le portrait d'un homme qui a atteint la grandeur, mais qui n'était pas sans contradiction. C'est cette volonté d'exposer son humanité, même au risque de la critique, qui a garanti que sa vie serait toujours discutée avec à la fois admiration et débat. L'une des admissions les plus frappantes de Douglas concernait son histoire d'affaires. Dans Le fils du chiffonnier, il a ouvertement détaillé les nombreuses relations extra-conjugales qu'il a eues pendant son mariage, nommant des personnalités d'Hollywood et admettant des comportements qui contrastaient avec l'image traditionnelle d'un mari et d'un père dévoué. Pour les fans qui l'admiraient non seulement pour sa présence à l'écran, mais aussi pour l'image familiale qu'il projetait, ses confessions furent profondément surprenantes. Dans une culture où les stars entretenaient souvent des images de marque personnelles soigneusement élaborées, l'ouverture de Douglas semblait presque téméraire. Pourtant, il ne s'est pas caché de la vérité, présentant ses liaisons comme faisant partie de l'histoire de sa vie, sans chercher à les excuser ou à les minimiser. Cette candeur a suscité la controverse non seulement en raison des liaisons elles-mêmes, mais aussi en raison de la manière abrupte dont il les décrivait. Certains ont respecté son honnêteté, arguant qu'il fallait du courage pour admettre publiquement ses échecs. D'autres ont été moins indulgents, estimant que son ouverture ne faisait toujours pas grand-chose pour réparer la douleur que de tels comportements causaient à sa famille. La tension entre son image emblématique et ses choix personnels continue de susciter des conversations sur les doubles vies souvent vécues par les stars d'Hollywood. La controverse entourant sa vie personnelle s'étendait naturellement aux perceptions de sa personnalité sur le plateau. Douglas avait la réputation d'être l'un des acteurs les plus engagés et les plus intenses de sa génération. Mais cela avait un prix. Les témoignages de ceux qui ont travaillé avec lui, documentés dans des sources comme Eric Bronze, Kirk Douglas, la biographie autorisée, le décrivent souvent comme capricieux et autoritaire. Son perfectionnisme l'a poussé à exiger davantage de lui-même et de ceux qui l'entouraient, améliorant parfois la qualité d'un film, mais créant à d'autres moments une atmosphère tendue et difficile. Par exemple, les réalisateurs trouvaient parfois frustrant son insistance sur des choix créatifs spécifiques, tandis que les costards se sentaient parfois éclipsés par sa présence puissante. Pour ses partisans, c'était la marque d'un artiste refusant tout compromis, quelqu'un de déterminé à offrir la meilleure performance possible. Pour ses détracteurs, cependant, cela révélait une personnalité qui pouvait être dominatrice et difficile à fréquenter. Cette dualité reflétait les mêmes contradictions visibles dans sa vie personnelle. Un homme qui inspirait l'admiration par son talent et sa discipline, mais qui laissait également derrière lui des histoires de friction et de difficultés. Le rôle de Douglas dans la rupture de la liste noire d'Hollywood ajouta une autre dimension à son héritage. En 1960, il accorda publiquement à l'écraniste Dalton Trumbo le plein crédit pour son travail sur Spartacus, un geste audacieux à une époque où les écrivains figurant sur la liste noire étaient forcés de travailler en secret en raison d'allégations de liens communistes. À l'époque, sa décision fut largement saluée comme un acte de défi historique qui contribua à mettre fin à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire d'Hollywood. Douglas lui-même a souvent célébré ce choix comme l'un des plus importants de sa carrière, le présentant comme un exemple de la défense de ce qui était juste contre une pression écrasante. Cependant, cet héritage n'a pas été sans débat. Les critiques ont fait valoir que Douglas avait peut-être exagéré son rôle dans la fin de la liste noire, notant que le réalisateur Otto Preminger avait également embauché publiquement Trumbo à peu près à la même époque.
Des analyses historiques et des entrevues avec la famille de Trumbo suggèrent que bien que Douglas ait joué un rôle important, la fin de la liste noire a été le résultat de multiples personnalités s'opposant à un système injuste. Le débat ne diminue pas la bravoure du choix de Douglas, mais il complique le récit, soulevant des questions sur la façon dont l'histoire devrait répartir le mérite et sur la façon dont les récits souvent dits personnels peuvent parfois amplifier son rôle. Tout comme son implication dans la liste noire a fait preuve à la fois de courage et de controverse, ses déclarations publiques sur les femmes ont également attiré l'attention. Dans son autobiographie et dans ses interviews, Douglas a parlé avec franchise de ses relations, utilisant souvent un langage qui serait considéré aujourd'hui comme dédaigneux ou objectivant. Sa tendance à décrire les femmes comme des conquêtes reflétait les attitudes courantes à son époque. Mais les lecteurs et les critiques modernes ont revisité ces mots à travers un prisme différent. Pour certains, ils révèlent un schéma de sexisme qui mine le respect qu'il prétendait avoir pour les femmes dans sa vie personnelle et professionnelle. Ces critiques n'en effacent pas ses réalisations, mais soulignent la façon dont les opinions sociétales sur le genre et le pouvoir ont évolué. Ce qui a conduit beaucoup à réévaluer les commentaires et les comportements autrefois considérés comme acceptables. Les remarques de Douglas servent de rappel que même les stars les plus admirées peuvent incarner les angles morts culturels de leur époque. Pour les fans qui ont grandi en idolâtrant son charisme, la réalisation qu'il parlait parfois des femmes de manière objectivante fut décevante, montrant que le même homme qui s'est élevé contre l'injustice politique n'a pas toujours remis en question les préjugés de son propre temps. Natalie Wood, un prodige d'Hollywood. Natalie Wood, née Natalie Zaccareno le 20 juillet 1938 à San Francisco, en Californie, était destinée à une vie sous les projecteurs presque dès qu'elle a pu marcher. Ses parents, des immigrants russes qui croyaient passionnément au talent de leur fille, ont commencé à la préparer à la célébrité dès son plus jeune âge. En 1943, à l'âge de 5 ans seulement, Natalie fit ses débuts au cinéma, marquant le début de l'une des carrières les plus mémorables et tumultueuses de l'histoire d'Hollywood. Elle devint rapidement un incontournable des écrans américains, se distinguant des autres enfants interprètes par un mélange rare d'innocence, d'intelligence émotionnelle et de présence devant la caméra qui captiva à la fois le public et les réalisateurs. Seulement 4 ans plus tard, en 1947, elle décrocha le rôle qui allait faire d'elle une sensation nationale, en incarnant la précoce Susan Walker dans le classique des fêtes, Le miracle de la 34e rue. Avec ses yeux lumineux et son charme naturel, Wood captura le cœur de millions de personnes et consolida son statut de nouveau prodige d'Hollywood, une étiquette qui la suivrait tout au long de sa vie pour le meilleur et pour le pire. Alors que Natalie passait d'enfant star à jeune adulte, ses choix de films devinrent plus audacieux et plus complexes, reflétant à la fois sa maturité intellectuelle et son désir d'être prise au sérieux en tant qu'actrice. En 1955, à seulement 17 ans, elle donna une performance révolutionnaire dans La fureur de vivre aux côtés de James Dean. Son interprétation de l'adolescente troublée Judy lui valut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, redéfinissant instantanément son image de chouchou des enfants à artiste dramatique formidable. Le rôle mit en valeur sa profondeur émotionnelle et sa compréhension intuitive de la vulnérabilité adolescente, lui valant les éloges des critiques et des cinéastes qui voyaient en Wood une future superstar avec le potentiel de devenir l'une des plus grandes. Cette promesse fut davantage démontrée dès l'année suivante, en 1956, lorsque Wood apparut dans La prisonnière du désert, l'un des westerns les plus emblématiques jamais réalisés. Même dans un rôle plus petit, sa présence se démarqua, laissant entrevoir sa capacité à naviguer dans des genres très différents avec une apparente facilité. L'ascension de Wood se poursuivit tout au long du début des années 1960, qui deviendrait finalement le sommet de son succès artistique. En 1961, elle livra non pas une, mais 2 des performances les plus inoubliables de sa carrière.
Il y eut d'abord La fièvre dans le sang, un puissant drame romantique dans lequel elle incarnait une jeune femme luttant contre les attentes de la société, la répression et le chagrin d'amour, un rôle qui lui valut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. La même année, elle joua également dans West Side Story, une adaptation de la comédie musicale de Broadway qui devint un phénomène culturel. Son interprétation de Maria, bien que controversée en raison des débats sur le casting et le doublage, la rendit instantanément reconnaissable dans le monde entier et consolida davantage sa place parmi les actrices principales les plus rentables d'Hollywood. 2 ans plus tard, Wood continua sa série de succès critiques avec une nomination à la meilleure actrice en 1963 pour Une certaine rencontre, prouvant une fois de plus qu'elle ne se contentait pas de miser sur sa jeunesse ou sa beauté, mais exigeait plutôt le respect en tant qu'interprète talentueuse et dévouée. Tout au long du reste des années 1960 et jusque dans les années 1970, Wood continua à apparaître dans des projets bien considérés qui mettaient en valeur sa polyvalence. Elle joua dans Gypsy, Bob et Carol et Ted et Alice, et toute une série d'autres films qui reflétaient les goûts en évolution du cinéma américain, explorant souvent des thèmes plus adultes tels que la sexualité, l'identité et le changement social. Durant cette période, Wood prit également la décision délibérée de s'éloigner de temps en temps du métier d'acteur pour se concentrer sur la construction de sa vie de famille, en épousant l'acteur Robert Wagner non pas une mais 2 fois et en accueillant 2 filles. Alors que certains critiques craignaient que le temps passé loin de l'écran ne freine son élan, les absences de Wood n'ont fait qu'ajouter à son aura de mystère. Et elle est revenue à chaque fois avec une énergie nouvelle et un objectif artistique renouvelé. Sa vie personnelle, cependant, est restée un sujet d'intense surveillance médiatique, son mariage avec Wagner faisant la une des journaux remplis à la fois de glamour et de commérage, reflétant l'obsession d'Hollywood pour les couples de stars et leurs drames en coulisses. En 1969, Wood fit un retour triomphal largement acclamé lorsqu'elle remporta un Golden Globe pour sa performance dans la mini-série télévisée Tant qu'il y aura des hommes. Cette victoire marqua sa transition réussie vers la télévision à une époque où de nombreux acteurs de cinéma considéraient encore le petit écran comme un pas en arrière. Au lieu de cela, Wood traita la télévision comme un autre débouché artistique et prouva qu'elle pouvait susciter autant d'attention et d'admiration dans ce média que dans le cinéma. Son pouvoir de star resta indéniable et les fans attendirent son prochain grand projet avec une grande impatience. Tragiquement, cependant, son deuxième acte prometteur ne se déroulerait jamais complètement. En 1981, lors du tournage du thriller de science-fiction Brainstorm, Wood entreprit un voyage en yacht d'un week-end près de l'île de Catalina, en Californie, avec son mari Robert Wagner, son costard Christopher Walken et le capitaine du yacht. Ce qui aurait dû être une escapade relaxante s'est transformé en un mystère dévastateur lorsque Wood fut retrouvé noyé dans l'eau à seulement 43 ans. La mort de Natalie Wood, cette nuit de novembre 1981, reste l'une des affaires non résolues les plus troublantes de l'histoire d'Hollywood. Officiellement considérée comme une noyade accidentelle à l'époque, les circonstances entourant ces dernières heures firent immédiatement l'objet d'intenses spéculations. Des questions se posèrent sur ce qui s'était exactement passé à bord du yacht Splendor, sur les raisons pour lesquelles Wood s'était retrouvé seul dans l'eau et sur la question de savoir si de l'alcool, une dispute ou un acte criminel était impliqué. Au fil des ans, des témoignages contradictoires, des calendriers changeants et des conclusions médicales mises à jour ont reclassé sa cause de décès de accidentel à indéterminée. Il est intéressant de noter que l'affaire fut rouverte des décennies plus tard, Robert Wagner étant finalement désigné comme une personne d'intérêt, bien qu'aucune accusation n'ait jamais été portée. Pour de nombreux fans, le décès soudain et mystérieux de Wood fut ironiquement déchirant compte tenu de sa peur de l'eau noire, une phobie dont elle avait parlé dans des interviews. Dans l'imaginaire du public, Natalie Wood devint non seulement un symbole de brillance et de beauté juvénile, mais aussi un rappel obsédant du glamour hollywoodien interrompu dans des circonstances troubles. Le traumatisme et le mystère de la mort de Natalie.
Le mariage de Natalie Wood avec Robert Wagner est depuis longtemps l'une des relations les plus commentées d'Hollywood, marquée non seulement par le glamour, mais aussi par les turbulences. Les deux se marièrent pour la première fois en 1967, captivant l'attention du public en tant que l'un des couples dorés d'Hollywood, mais leur union révéla rapidement des fissures en coulisses. En 1962, après 5 ans de mariage, ils divorcèrent, invoquant des différences irréconciliables. Pourtant, leur histoire ne s'arrêta pas là. En 1972, Wood et Wagner se réunirent et se remarièrent, ravivant la fascination des fans qui considéraient leur deuxième tentative de mariage à la fois comme des retrouvailles romantiques et un pari. Cependant, les rapports et les témoignages qui ont émergé plus tard suggérèrent que leur relation restait profondément troublée. Des allégations de jalousie, de vives disputes et de bagarres explosives jetèrent une ombre sur l'image parfaite que le public voyait souvent. Ces tensions seraient finalement citées à plusieurs reprises par les biographes, les enquêteurs et les médias en relation avec les circonstances entourant la mort prématurée de Wood. Ce qui était autrefois considéré comme une histoire d'amour hollywoodienne glamour est finalement devenu une relation à jamais liée à des questions de tragédie et de suspicion. Parallèlement au drame public de son mariage, Natalie Wood fut confrontée à des luttes privées avec sa santé mentale. Bien qu'elle projetât souvent de l'assurance à l'écran, ses proches révélèrent qu'elle luttait contre l'anxiété et l'insécurité pendant la majeure partie de sa vie. Les séances de thérapie firent partie de ses efforts pour gérer les pressions à la fois de sa vie personnelle et de sa carrière exigeante. Ces défis étaient rarement évoqués publiquement à l'époque. Mais après sa mort, des amis et des membres de sa famille partagèrent des récits qui brossèrent un tableau plus complet de ses vulnérabilités. Parmi les détails les plus troublants, il y avait la phobie intense de Wood pour les eaux profondes. Elle traîna cette peur de l'enfance à l'âge adulte, à tel point que ceux qui la connaissaient le mieux trouvèrent glaçant que sa vie se termine dans les eaux mêmes qu'elle avait toujours redoutées. Ces luttes contre la peur et l'insécurité montrèrent un côté de sa vie qui contrastait fortement avec la star confiante et lumineuse adorée par le public du monde entier. Elles soulignèrent également qu'en dépit de la gloire et de la fortune, elle n'était pas à l'abri des batailles personnelles auxquelles tant de personnes sont confrontées en silence. Le monde d'Hollywood à l'époque de Natalie Wood ajouta une pression supplémentaire à sa vie. Comme beaucoup d'actrices des années 1950 et 1960, elle vécut sous le contrôle strict de l'image du système des studios. Les studios géraient non seulement ses choix de carrière, mais aussi les détails de sa vie personnelle, créant et promouvant souvent des relations pour générer de la publicité. Des romances supposées, certaines réelles et d'autres orchestrées pour faire la une des journaux, firent partie de son identité aux yeux du public. Cette pression pour maintenir une image impeccable était une arme à double tranchant. Elle l'aida à assurer sa place comme l'une des stars les plus brillantes d'Hollywood, mais elle créa également un environnement où elle était constamment scrutée, gérée et parfois exploitée. Les biographes ont souligné cela comme un reflet des défis plus larges auxquels étaient de confronter les actrices de sa génération, dont les carrières étaient façonnées non seulement par leur talent, mais aussi par la façon dont elles se conformaient aux attentes souvent injustes de l'industrie. Pour Wood, le contraste entre son image publique soigneusement soignée et ses insécurités privées créa une tension qui l'a suivie tout au long de sa carrière. Le chapitre le plus tragique et le plus durable de l'histoire de Natalie Wood survint en 1981 lorsqu'elle se noya au large de l'île Santa Catalina lors d'un voyage en yacht d'un week-end. À bord avec elle, cette nuit-là, se trouvait son mari, Robert Wagner, l'acteur Christopher Walken et le capitaine du yacht, Dennis Davern. Au début, sa mort fut rapportée comme un simple cas de noyade accidentelle. Mais presque immédiatement, des détails troublants commencèrent à faire surface, ce qui rendit le récit officiel plus difficile à accepter. Des ecchymoses sur son corps, des déclarations de témoins contradictoires et des incohérences dans les récits de ce qui s'était passé cette nuit-là laissèrent maintenant de nombreuses questions sans réponse. Les circonstances mystérieuses transformèrent son décès en l'une des tragédies les plus débattues d'Hollywood, les spéculations se poursuivant pendant des décennies après. Ce qui aurait pu être considéré comme un simple accident
devint plutôt un mystère qui continue de jeter une ombre sur sa vie et son héritage. Au fil du temps, l'histoire officielle de la mort de Natalie Wood changea. En 2011, le département du shérif du comté de Los Angeles rouvrit l'enquête après que de nouveaux témoignages eurent émergé, suggérant que les événements de cette nuit-là nécessitaient un examen plus approfondi. L'année suivante, en 2012, sa cause de décès fut officiellement modifiée, passant de noyade accidentelle à noyade et autres facteurs indéterminés. Ce changement reflétait l'incertitude persistante quant à la façon dont elle s'était retrouvée dans l'eau et pourquoi en particulier compte tenu de sa peur de l'eau depuis toujours. Puis, en 2018, l'affaire prit une autre tournure dramatique lorsque Robert Wagner fut officiellement désigné comme une personne d'intérêt dans l'enquête, bien qu'aucune accusation n'ait jamais été portée et que Wagner ait toujours nié tout acte répréhensible. La décision de le nommer de cette manière raviva l'intérêt du public et les spéculations. Pour beaucoup, les questions sans réponse sur cette nuit-là sont devenues inséparables de l'histoire de Natalie Wood elle-même, garantissant que sa mort reste l'un des mystères les plus troublants d'Hollywood. Le lit de mort de Kirk Douglas. La vérité sur Natalie Wood. Kirk Douglas a passé la majeure partie de sa vie à être célébré comme l'un des héros les plus coriaces d'Hollywood, un acteur principal résolument audacieux qui semblait plus grand que nature dans des films comme Spartacus et Les Sentiers de la gloire. Pourtant, dans les années entourant sa mort à 103 ans, un récit bien plus sombre commença à circuler selon lequel il aurait admis en privé un acte choquant impliquant la légende de l'écran Natalie Wood. Bien qu'aucun document officiel ou enregistrement ne contienne une confession, l'idée que Douglas ait pu révéler une vérité dévastatrice dans ses derniers jours s'est répandue rapidement parmi les fans, alimentée par les déclarations glaçantes de la sœur cadette de Natalie, Lana Wood. Le choc entre l'image publique dorée de Douglas et ses affirmations troublantes a laissé Hollywood aux prises avec l'une de ses questions les plus troublantes. L'Américain le plus admiré a-t-il emporté un terrible secret dans sa tombe ? Natalie Wood n'avait que 16 ans lorsqu'elle aurait rencontré Kirk Douglas dans un contexte qui aurait dû être une opportunité de carrière. Selon les mémoires de Lana Wood, Little Sister, publiées en 2021, leur mère organisa une rencontre entre Natalie et Douglas dans une suite privée en 1955. Croyant que des relations puissantes comme la sienne pourraient aider à faire progresser la carrière déjà florissante de son adolescente, Lana affirme que Natalie est rentrée chez elle en tremblant et bouleversée, finissant par fondre en larmes et confiant que quelque chose de profondément bouleversant s'était produit lors de la rencontre avec Douglas. C'était comme une expérience hors du corps. Lana cite sa sœur disant « J'étais terrifiée, j'étais confuse ». Afin de préserver la réputation hollywoodienne de Natalie et d'assurer de futurs rôles, Lana dit que leur mère les a forcés à garder le silence, disant à Natalie « Crie autant que tu veux, personne ne te croira ». L'allégation est restée tue publiquement pendant plus de 6 décennies. Après que les mémoires de Lana ont ravivé l'histoire, certains fans sont devenus convaincus que Kirk Douglas avait dû faire une confession sur son lit de mort. Des rumeurs se sont répandues sur les médias sociaux affirmant que Douglas avait reconnu sa culpabilité en privé avant de décéder en 2020. Bien qu'aucune de ces histoires n'ait été étayée dans des documents judiciaires ou des reportages médiatiques vérifiés, ce qui est confirmé, c'est que Douglas n'a jamais abordé publiquement l'accusation de Lana Wood de son vivant, même lorsque des murmures ont commencé à faire surface dans les années 2000. Une source de confusion provient d'une chronique du Guardian de 2020, écrite par le journaliste Clive James peu après la mort de Douglas. Dans celle-ci, James admit que lors d'une interview avec Douglas à l'occasion de son 100e anniversaire, quelqu'un avait demandé s'il avait confronté Douglas au sujet des rumeurs concernant Natalie Wood. James écrivit qu'il n'avait pas posé la question, supposant qu'il s'agissait de simples commérages, et Douglas n'en parla jamais. Bien que certains lecteurs aient mal interprété cette chronique comme une preuve que James avait été témoin d'une confession, il précisa que Douglas n'avait rien dit à propos de Natalie Wood et encore moins admis avoir commis des actes répréhensibles.
Michael Douglas, le fils de Kirk, offrit une brève mais révélatrice réponse lorsque l'histoire de Lana sortit en 2021. Il dit simplement à Vanity Fair qu'ils reposent de tous les deux en paix. Pour certains, cette déclaration sonnait comme une retenue digne, pour d'autres, cela semblait éluder un héritage extrêmement sombre. Les fans et les critiques se retrouvèrent pris entre deux héritages, celui d'un héros de l'écran qui aida à mettre fin à la liste noire d'Hollywood et fit don de millions à des œuvres caritatives, et celui d'un homme accusé d'avoir brutalement violé une costard adolescente et de l'avoir cachée pendant le reste de sa vie. La controverse devint encore plus embrouillée lorsque les historiens soulignèrent à quel point Kirk Douglas était sur ses gardes au sujet de sa vie privée dans ces dernières années. Après avoir subi un grave accident vasculaire cérébral en 1996, Douglas eut du mal à parler clairement et donna rarement des interviews non filtrées sans la présence de sa famille. Il consacra une grande partie de sa retraite à la philanthropie, à l'écriture de mémoires et à des événements publics où il fut célébré comme un ancien homme d'État d'Hollywood. Il est l'auteur de plusieurs autobiographies, notamment Le fils du chiffonnier, dans lesquelles il admettait de nombreuses liaisons extra-conjugales consenties avec des actrices célèbres, mais n'a jamais fait allusion à quoi que ce soit impliquant Natalie Wood ou toute rencontre non consentie. Les partisans soutiennent qu'il a eu toutes les occasions de se libérer dans ses propres écrits, publiés s'il était hanté par un tel crime, et son silence ne devrait pas automatiquement être interprété comme une culpabilité. Lana Wood, cependant, reste catégorique. Dans une interview accordée au magazine People en 2021, elle insista « Je n'ai pas écrit le livre pour blesser qui que ce soit qui était décédé, mais parce que Nathalie n'a jamais obtenu justice, elle m'a dit ce qu'il avait fait. Je la crois. » En réponse aux sceptiques qui se demandent pourquoi Nathalie elle-même ne s'est jamais manifestée de son vivant, Lana souligne le système de studio enraciné des années 1950. Les stars masculines puissantes étaient fortement protégées, tandis que les jeunes actrices étaient de souvent averties que le fait de s'exprimer pourrait ruiner leur image, leur contrat ou leur famille. La carrière de Nathalie décollant à l'époque, avec notamment des nominations aux Oscars et des rôles principaux dans West Side Story et La Fureur de vivre, la pression pour rester silencieuse aurait été écrasante. Lana pense que Nathalie a gardé ce traumatisme silencieusement pendant des années, ce qui a peut-être contribué aux luttes émotionnelles auxquelles elle a été confrontée avant sa mort mystérieuse en 1941.